Oui, je suis Anne de Bréjas, je suis une des porte-parole de la Fédération Sud Énergie et puis je travaille à EDF au centre de recherche sur des questions de prospective énergétique. Certains voient dans le marché un moyen de favoriser la transition écologique, en particulier le développement des énergies renouvelables. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense que c'est très loin d'être vrai quand on regarde le bilan en complet. Alors sur la partie, en fait, il y a un petit peu deux volets dans la transition écologique. Il y a la partie développement des énergies renouvelables propres et l'autre partie qui est au moins tout aussi importante, qui est les tentatives de réduction de la consommation d'électricité ou de ce qu'on appelle la maîtrise de la demande. Et sur ces deux volets, le marché, à notre avis, ne répond pas du tout aux attentes. Alors sur le premier volet qui est le développement des énergies renouvelables, d'abord il faut se souvenir que l'énergie renouvelable numéro 1, celle qui représente le plus de production en France, c'est l'énergie hydraulique. Que le parc hydraulique a été développé non pas en univers de marché, mais dans un univers de monopole public, et que probablement il n'aurait pas pu se développer comme il s'est fait dans un univers de marché, parce que ce sont des investissements très lourds, sur le très long terme, 75 ans, voire 100 ans, ce qui est assez incompatible avec les objectifs de marché. Et quand on regarde le bilan de ce développement du parc, il est plutôt très bon à notre avis. EDF, d'abord, a gérer ce parc sans accident depuis des décennies maintenant. Il est reconnu comme un des leaders mondiaux en matière de sûreté du parc. On a aussi développé toute une recherche et une ingénierie de pointe sur tous les aspects qui entourent l'hydraulique, la sûreté bien sûr, mais aussi l'impact écologique, la manière de produire au moindre prix de l'électricité tout en respectant les contraintes écologiques. Et malgré ce bilan positif, le marché est à la porte, encore une fois, c'est-à-dire qu'il est question depuis plusieurs années de mettre en concurrence les concessions sur ces barrages, c'est-à-dire leur exploitation. Donc c'est-à-dire que ces barrages seraient exploités pour une durée de 30 à 40 ans par des acteurs privés, français ou non. Et nous, on pense que c'est un grave danger. On n'est pas les seuls à le penser. La plupart des citoyens qu'on a rencontrés sont de notre avis. On a rencontré aussi des élus politiques de tous bords, et de la droite à la gauche. Tout le monde est contre, sauf le gouvernement et l'Union européenne qui poussent. On a développé tout un argumentaire assez poussé sur le sujet. On vous invite à aller voir sur notre site cet argumentaire qui repose, si on veut le résumer en quelques points, sur plusieurs aspects. On pense que la mise en concurrence de ces concessions hydrauliques va poser d'abord un problème pour la gestion de la ressource en eau. C'est une ressource qui est déjà aujourd'hui essentielle, non seulement à l'électricité, mais à tout un tas d'autres usages, pour l'agriculture par exemple, pour l'irrigation, pour la pêche, pour la navigation, pour le tourisme, etc. Ces usages sont appelés à se développer avec le réchauffement climatique, alors que la ressource en eau va devenir de plus en plus rare. Donc ça va vraiment devenir un enjeu stratégique. C'est pour nous, l'eau, un bien commun par essence, et le confier au privé, ça nous semble une aberration. Deuxième point, la question de sûreté. On n'est pas toujours conscient que les barrages sont en fait des ouvrages extrêmement sensibles sur le plan de la sûreté, peut-être les plus sensibles après les centrales nucléaires, parce qu'un barrage qui cède, ça peut conduire à immerger complètement des villes. Des grosses villes, en France, Grenoble ou Lyon pourraient être immergées si un barrage venait à céder. C'est pas de la science-fiction, hein. Encore récemment aux États-Unis, en Californie, qui est pourtant un État riche, il a fallu déplacer 200 000 personnes sur le barrage, parce que le barrage d'Euroville, qui était en amont, risquait de céder. Donc heureusement, ça n'a pas été le cas, mais enfin, on voit les enjeux qu'il y a, et il y a de plus en plus d'accidents de par le monde. Il y a un enjeu écologique aussi, hein. Les barrages, ils ont une influence sur l'écosystème en aval, et donc il s'agit de gérer au mieux pour diminuer l'impact sur l'écologie. Et puis il y a un enjeu majeur sur le système électrique. L'hydroélectricité, c'est décisif pour arriver à maintenir l'équilibre entre production et consommation, parce que c'est presque le seul moyen de stocker l'électricité, parce que c'est une énergie très flexible. Et donc ça fragiliserait le système de passer ça à des acteurs privés. Et puis ça serait beaucoup plus coûteux, ça on a tout un tas d'arguments qui le démontrent. Donc voilà, la première source d'énergie renouvelable, c'est l'hydraulique. L'hydraulique, elle n'a pas été développée dans un contexte de marché, et aujourd'hui, elle est menacée par le marché. Alors maintenant, les nouvelles énergies, que sont le solaire et l'éolien. C'est vrai que beaucoup reprochent à EDF, et en partie à raison, de ne pas avoir poussé cette source d'énergie. Mais il ne faut pas s'y tromper. Aujourd'hui, si ça se développe, encore très timidement, mais si ça se développe, ce n'est pas le marché qui en est la raison, c'est une décision politique
qui vient sûrement d'une pression citoyenne, la décision politique qui a consisté à subventionner massivement ces énergies pour permettre leur développement. Dans un marché pur et parfait, jamais ça n'aurait été possible de développer l'éolien et le solaire parce que les coûts de production étaient bien supérieurs à ceux de filières qui sont arrivées à maturité, pour lesquelles les ouvrages sont en grande partie amortis, comme le nucléaire, le thermique, etc. Donc jamais ça n'aurait été possible. Donc il a fallu garantir à tous ceux qui construisaient soit des panneaux photovoltaïques pour le solaire, soit des éoliennes, garantir qu'ils pourraient vendre toute leur énergie produite à un prix qu'on appelle le tarif d'achat, nettement supérieur au prix de marché. Il n'y a pas à revenir là, enfin, c'est complètement normal qu'il faille subventionner une énergie nouvelle. Nous, on n'est pas de ceux qui disent il ne faut pas aller là parce que c'est plus cher. D'abord, on pense que le critère de coût n'est pas le critère décisif qui doit guider les choix dans telle ou telle filière, mais vraiment un critère de minimisation d'impact écologique. Et en plus, même si ça augmente la facture à l'arrivée, on pense que l'essentiel, c'est de permettre à chacun d'accéder aux usages de première nécessité, par exemple en donnant la gratuité sur ces usages de première nécessité, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit aller vers une filière qui serait moins chère et plus polluante. Déjà, il faut bien voir qu'on paye ce surcoût, hein. C'est pas l'État ou c'est pas une puissance comme ça qui paierait. Ça se paye via la facture d'électricité, à travers d'une taxe, la CSPE, donc la contribution au service public de l'électricité ou l'énergie, qui n'a cessé de croître depuis maintenant des années. Aujourd'hui, elle est plafonnée, ce qui fait que non seulement ça représente une part non négligeable de la facture via cette CSPE, mais la partie qui est plafonnée, elle est payée par l'impôt. Bon, mais la question est de savoir, est-ce qu'on a payé le juste prix ou est-ce qu'on aurait pu payer moins? Et là, les rapports qui se succèdent sont unanimes. Ça a été, les subventions qui ont été données ont été bien trop généreuses et on aurait pu faire beaucoup mieux avec l'argent public. Donc il y a un rapport de l'IGF de 2010 qui dit qu'il y a eu des taux de rentabilité dans l'éolien et dans le solaire au-delà de 20%. Il y a aussi la Cour des comptes plus récemment en 2018 dans un rapport qui dit clairement que ces subventions massives ont été très peu efficaces et beaucoup trop coûteuses. Donc voilà, on a aujourd'hui la certitude qu'on aurait pu faire beaucoup mieux avec l'argent public. Tout ça, c'est coûteux, mais est-ce qu'au moins ça permet le développement des énergies renouvelables? C'est ça qui est presque le plus embêtant, c'est que oui, non seulement c'est des surcoûts très inutiles, mais en plus les résultats ne sont pas du tout à la hauteur des objectifs. En France, le solaire c'est encore c'est à peine 2% de la production totale, et l'éolien c'est un peu mieux avec 5%, mais il faudrait bien plus que ça. Alors il y a plusieurs raisons là-dessus. D'abord il y a une vraie difficulté à organiser le secteur avec des emplois très précaires. Il y a une multitude de petites entreprises qui font notamment les installations de panneaux photovoltaïques. Face à ça, une réglementation qui travaille par essai-erreur, on va dire. Donc au début, il y a eu des très fortes subventions. Jusqu'en 2009, puis là le gouvernement s'est quand même rendu compte que c'était pas possible de continuer sur ce rythme-là, ou sinon les surcoûts allaient vraiment être trop gigantesques. Donc il y a eu un arrêt brutal des subventions. Le résultat, c'est que il y a eu des faillites en cascade de ces petites entreprises, et en un an ou deux, on a perdu les 2/3 des effectifs dans ce secteur, c'est-à-dire qu'on est passé de 30 000 à peu près à 10 000 emplois. Donc ça veut dire d'abord des drames sociaux pour tous ces entrepreneurs et ces salariés qui ont perdu leur travail, mais c'est aussi des pertes de compétences et c'est des difficultés à organiser une vraie formation et une vraie qualification sur le long terme, et donc ça se répercute dans la vitesse de développement de ces installations. Ensuite, l'autre problème, c'est qu'il y a de la malfaçon qui a été constatée, et donc finalement, quelqu'un qui envisage de poser des panneaux photovoltaïques sur son toit, il se retrouve face à plusieurs problèmes. Alors il se trouve face à un ensemble d'entrepreneurs qui leur font des devis qui vont parfois du simple au triple, voire à multiplier par 5 sans savoir exactement quelles sont les réalités. Il y a des arnaques qui ont été relevées et qui sont de plus en plus fréquentes. Il y a des alertes là-dessus qu'on trouve dans la presse. Il y en a qui parlent de 10 000 arnaques l'année
l'année dernière, par exemple. Alors les arnaques, c'est quoi? C'est des prix complètement exorbitants par rapport à la réalité. C'est des chantiers qui sont abandonnés en cours de route. Ce sont des entreprises fantômes qui n'existent pas. Ce sont des démarchages avec des arguments commerciaux qui sont faux ou abusifs. Donc les personnes s'exposent à ça. En plus, elles doivent avancer, elles doivent investir leur propre argent, même si derrière elles récupèrent une partie via des mécanismes de subvention, mais enfin c'est quand même un acte important. Donc si ça se passe mal, c'est de l'argent qui est perdu pour elles. Et puis il faut avoir les moyens financiers au moins d'avancer l'argent, quoi. Et puis les malfaçons, ça provoque aussi des problèmes d'étanchéité, par exemple. Il y en a vraiment de très nombreux cas qui sont constatés comme ça, donc avec des grosses répercussions pour les personnes. Quand ce n'est pas des problèmes plus graves, il y a quelques cas d'incendie dont on pense qu'il y a un lien avec la pose des panneaux photovoltaïques. Donc voilà, le fait que les personnes, au lieu de pouvoir s'adresser à un organisme dans lequel elles ont confiance, voire de pouvoir se faire financer, se faire avancer l'argent par du public, elles se retrouvent face à ce mur de difficultés à la fois administratives et financières. On comprend bien que ça freine les choses. Et alors ce coup d'arrêt qu'il y a eu en 2009, en fait on ne s'en est jamais relevé. Les problèmes de qualité, ça commence à aller un petit peu mieux, il commence à y avoir un petit peu des labels, même si c'est pas bien organisé, mais en fait ça suffit pas et on est dans un secteur qui reste vraiment moribond, qui n'arrive pas à redémarrer sur le secteur de la pose de panneaux en toiture. Mais il y a aussi d'autres formes de développement du solaire, dans ce qu'on appelle des fermes solaires, donc à plus grande échelle. Mais là, d'autres problèmes se posent. D'abord, on constate aussi souvent un manque d'entretien de ces fermes. Et puis, c'est guidé, comme en général dans le marché, par des critères économiques, pas tellement par des critères écologiques. Or, il y a des vrais problèmes de concurrence d'usage entre développer une ferme ou développer de l'agriculture ou garder une forêt dont on peut avoir besoin pour d'autres choses dans le cadre de la transition écologique. Et sur les éoliennes, c'est le même type de problématique, avec aussi des difficultés qu'on rencontre souvent de maintenance du parc. Sur la partie construction, donc développement de panneaux, les modules et puis les cellules, on n'est pas arrivé à développer une filière française. C'est un échec qui est grave à mon sens, pour l'indépendance énergétique, pour l'emploi également. Et on s'adresse massivement à l'étranger, en particulier à l'Asie, pour nous fournir ces panneaux. Est-ce que vous pourriez aborder la question de la baisse de consommation ? Oui, ce sujet de ce qu'on appelle la maîtrise de la demande ou la maîtrise de la consommation, c'est un sujet décisif. C'est là qu'il y a des leviers très importants. Donc on dit toujours l'énergie la moins polluante, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et la maîtrise de la consommation, ça se divise en deux en général, ce qu'on appelle l'efficacité énergétique, c'est-à-dire que pour l'usager, il n'y a rien qui change, mais on a des appareils plus efficaces ou des moyens de production plus efficaces, ce qui fait que pour la même chose, on arrive à consommer moins. Et puis il y a le volet sobriété, où là, on demande un changement de comportement des gens pour arriver à moins consommer. Et dans l'un comme dans l'autre, on voit que le marché n'arrive pas à la hauteur des enjeux. Alors, le sujet majeur, en fait, dans cette baisse de la consommation, c'est la question de l'isolation, parce que le secteur du bâtiment, c'est le secteur qui consomme le plus. Or, il y a des gains vraiment importants à réaliser si on procède à l'isolation de tous les bâtiments, et si pour le neuf, on a des normes de qualité élevées. Mais une fois de plus, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas développé une filière publique, on fait confiance au marché en essayant de développer des incitations pour que les gens isolent leur maison. Alors un des mécanismes, c'est le certificat d'économie d'énergie, ce qu'on appelle CEE, qui doivent être vendus par les fournisseurs d'énergie, qui doivent s'assurer que leurs clients font des gestes pour réduire leur consommation. Donc déjà, c'est un petit peu étrange dans la démarche, c'est-à-dire qu'on demande à ceux qui vendent de l'énergie de faire en sorte que leurs clients en consomment moins. On a un petit peu les mêmes problèmes en fait que pour la pose de panneaux photovoltaïques, mais peut-être encore en plus grand, c'est-à-dire qu'on a à la fois une énorme complexité administrative pour faire les démarches pour isoler sa maison, des problèmes de qualité très importants sur les résultats, et puis la nécessité pour la personne d'investir, d'avancer l'argent pour faire ces travaux qui ne sont rentabilisés que sur le long terme. Alors sur les questions de qualité,
L'isolation, c'est un geste technique qui est très compliqué. En général, il y a plein de façons de faire pour isoler une maison ou un logement, et ça demande des compétences relativement pointues. Or, c'est laissé à la charge en général de toutes petites entreprises qui n'ont pas forcément la formation nécessaire ni la qualification, et avec en bout de chaîne très peu de contrôle. En tout cas, il n'existe pas, par exemple, de label national de garantie de la qualité des gestes effectués. Mais on sait que c'est des domaines où les gens sont particulièrement mal payés. Ce sont des travaux précaires, avec une partie même de travail au noir. Et donc, évidemment, quand c'est ces conditions de travail, c'est plus difficile de demander une qualité très importante. Donc face à cette myriade de petites entreprises, quelqu'un qui veut isoler, il va devoir choisir. Donc il va demander des devis qui peuvent être très différents les uns des autres, et lui il va devoir juger sans avoir la compétence technique. Et puis à la fin, souvent, malheureusement, il sera déçu par le résultat. Donc ça, c'est pas une affirmation en l'air. Il y a des rapports qui se multiplient pour dire qu'il y a des gros problèmes de qualité. Donc quand on regarde les objectifs, on a des objectifs de 500 000 logements rénovés par an. On en est plutôt à 300 000, donc très loin de la cible. Et en plus, quand on regarde dans le détail ces 300 000, eh bien, ils n'ont pas la qualité suffisante pour réduire la consommation comme ils devraient. A l'inverse, s'il y avait une filière publique ou garantie par le public à laquelle pouvait s'adresser la personne, donc elle n'aurait pas besoin de choisir entre plein de personnes, elle serait accompagnée pour la rédaction du cahier des charges, pour la maîtrise d'ouvrage, et à la fin elle aurait une garantie de qualité, je pense que les choses se passeraient d'une manière totalement différente. Et au-delà de ça, on pourrait même imaginer que l'État, la puissance publique, pourrait investir pour elle et se rémunérer sur les réductions de factures, puisqu'on sait qu'à la fin, des travaux de rénovation sont toujours rentables sur la durée. Alors, pour une puissance publique qui peut investir sur le long terme, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Pour un particulier, il n'a pas forcément 10 ans, 15 ans, 20 ans devant lui à attendre pour récupérer sa mise de fonds. Est-ce qu'il existe des agences publiques qui permettent de s'y retrouver dans tous ces artisans En fait, il y a des agences locales de l'énergie qui peuvent conseiller, mais enfin leur rôle est malheureusement assez limité, puisqu'elles n'ont pas le droit de conseiller tel artisan plutôt qu'un autre, parce que ça serait jugé comme une concurrence déloyale. Oui, l'autre difficulté, c'est que ces subventions ne vont pas forcément toujours à la cible. Alors d'abord d'un point de vue social, là il y a des études qui montrent que 50% des crédits d'impôt pour l'aide à l'isolation, par exemple, sont captés par les 20% de personnes les plus riches. Donc, ne serait-ce que pour la manière de cibler les subventions, c'est loin d'être optimal. Et puis, on voit aussi des problèmes à vouloir ne pas faire de normes trop contraignantes, ne pas programmer, organiser les choses et essayer de faire par petites touches comme ça, on arrive à des aberrations. Par exemple, les gens qui sont en copropriété, c'est extrêmement difficile d'arriver à changer son type de chauffage, même quand le type de chauffage est vraiment extrêmement énergivore. Moi j'ai un exemple en tête de quelqu'un qui, dans son immeuble, ils sont en classe G, c'est-à-dire catastrophique en gros pour l'énergie. Ils ont un mode de chauffage qui ne convient absolument pas, mais pour le changer, il faudrait l'unanimité de tous les propriétaires de l'immeuble. Or, dans l'immeuble, il y a des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent et donc qui ne peuvent pas investir comme ça. Et donc, on a l'impression que ça ne peut jamais se faire, quoi. Et dans ce même immeuble, ils sont en train de faire un ravalement. Le ravalement, ça arrive tous les 30 ou 40 ans. Il y a un enjeu essentiel à faire de l'isolation par l'extérieur. Mais en fait, ça ne sera pas fait. Pourquoi ? Parce que c'est pas imposé. Non seulement c'est pas imposé, mais on a l'impression que tous les obstacles sont mis pour que ça ne soit pas fait. D'abord, à nouveau, ça veut dire des frais supplémentaires et c'est pas toujours possible pour tout le monde de les financer. L'architecte n'incite pas vraiment. Et on va même jusqu'à dire qu'il y aurait un problème d'alignement des bâtiments dans Paris. C'est dans Paris que ça se passe parce que l'isolation, ça empiète un petit peu sur la rue. On voit que quand c'est pas pensé de manière un petit peu globale, quand l'organisation est laissée à coup de petites mesures individuelles, on n'arrive pas du tout à prendre la mesure des enjeux. Dans ce cas-là, quelle solution vous proposez pour faire face
à la potentielle catastrophe écologique qui nous attend? Nous, on pense d'abord qu'il faut tirer un bilan de ce qui a été fait. Alors, c'est fait progressivement, mais on réoriente petit à petit, on fait des essais-erreurs, et honnêtement, on n'a plus le temps de ça. On sait qu'on est maintenant devant une crise écologique majeure, qu'il va falloir réduire drastiquement nos consommations d'énergie. Il faut passer à autre chose. Et passer à autre chose, ça veut dire se donner les moyens d'investir sur le long terme dans ce secteur, beaucoup plus que ce qu'on fait aujourd'hui, et puis d'établir une programmation des travaux à faire pour atteindre des objectifs réellement en rupture avec ce qui est fait aujourd'hui. Quand je dis investir plus, on va nous dire que l'État n'a pas les moyens. Ce sont des investissements qui en fait sont toujours rentables sur le long terme, les investissements de réduction de la consommation ou même les investissements en matière de développement d'éolien ou de solaire. Donc l'État pourrait très bien emprunter. Aujourd'hui, les taux d'emprunt sont très bas, ou on pourrait faire de la création monétaire. Enfin, il y a tout un tas de moyens qui font que quand on a un investissement dont on sait qu'il va être rentable, on le fait, surtout quand il s'agit de survie de l'humanité. Nous, on demande à ce qu'il y ait la mise en place d'une filière publique, à la fois pour le développement d'énergies renouvelables, comme l'éolien et le solaire, mais aussi pour tout ce qui est travaux d'isolation, de rénovation. Alors, filière publique, ça peut être à minima une filière qui permette de faire de la formation, de faire de la qualification, de l'agrément, de faire un contrôle qualité digne de ce nom, mais aussi on peut se poser la question d'aller plus loin et de faire la mise en œuvre, faire la mise en œuvre par une filière publique. Nous, on a toutes les raisons de croire que ça serait bien moins coûteux, encore une fois, et bien plus efficace. Et que maintenant, on en est à un point où il faut aller vers le plus efficace. Voilà, et bien merci d'avoir répondu à ces questions. On se revoit sur un autre clip. Merci à vous et à bientôt. À bientôt.